Il n'y a pas de place pour tes enfants, ma chérie. Ma mère, Geneviève, a prononcé ces mots avec une douceur cruelle, une banalité calculée qui rendait la lame encore plus tranchante, encore plus froide. Chaque année, c'était la même rengaine. Chaque fête. Chaque Noël. Je serrais les dents, je ravalais ma salive, je disais « D'accord, maman, je comprends », et je raccrochais avec ce goût immonde de cendre et de bile dans la bouche. Mais cette fois-là, c'était différent. Cette fois-là, quelque chose s'est brisé. Quelques mois plus tard, c'est elle qui m'appelait, sa voix brisée par les sanglots, me suppliant de pouvoir venir me voir. Et cette fois, c'est pour eux qu'il n'y avait plus de place. Laissez-moi vous raconter comment j'ai transformé des années d'humiliation, de mépris et de chagrin silencieux en la plus grande, la plus douce et la plus satisfaisante des victoires de ma vie. Le téléphone a sonné un mardi après-midi de novembre. C'était une de ces journées grises et humides de Lyon, où le ciel pèse sur la ville. J'étais dans notre petit appartement, le T2 que j'avais trouvé après mon divorce. L'espace était compté, mais il était rempli de vie. Ma fille de 10 ans, Léontine, jouait quelques notes hésitantes sur son piano d'études, un vieux clavier électronique que j'avais acheté d'occasion. Mon fils de 7 ans, Marius, était étalé sur le tapis du salon, coloriant avec une concentration féroce, sa langue sortant du coin de sa bouche. C'était un moment de chaos ordinaire, un moment de bonheur simple, presque palpable. Puis le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. Geneviève. Mon estomac s'est instantanément noué. Un réflexe pavlovien. Je savais ce qui allait arriver. C'était la saison. La saison des excuses. J'ai fait signe à Léontine de baisser le son du piano et j'ai respiré profondément avant de décrocher. Allô, maman? Aliénor, ma chérie. Comment vas-tu? Comment vont les petits? Sa voix était mielleuse, une fausse note de gaieté que je connaissais par cœur. C'était le prélude à la déception. J'ai répondu par des banalités, tout va bien, les enfants travaillent bien à l'école. Le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je savais que le sujet de Noël allait arriver. Chaque année, c'était la même angoisse, la même attente douloureuse. Écoute, ma chérie, a-t-elle enchaîné, sans même accuser réception de ma réponse. Avec ton père, on a décidé de faire quelque chose de vraiment spécial cette année. On a loué un immense et magnifique chalet à Chamonix pour toute la famille. Ce sera merveilleux. Un silence. Le mot « famille » avait toujours eu des frontières très définies chez nous, des frontières qui semblaient se rétrécir autour de moi et de mes enfants d'année en année. Oh, c'est formidable, maman. Quelle bonne idée. N'est-ce pas? Blandine est tellement excitée. Elle a déjà acheté de nouvelles tenues de ski pour tout le monde. Les jumeaux vont adorer, et il y a un immense jardin pour Hercule. Blandine, ma sœur aînée. Les jumeaux, ses enfants. Hercule, son golden retriever. Tout le monde. Je savais ce que ce « tout le monde » signifiait. Il ne nous incluait pas. Le seul tout petit problème, ma chérie, a-t-elle continué, sa voix prenant soudain une teinte faussement désolée, c'est que le chalet est magnifique, bien sûr, mais les chambres sont comptées. Il est juste assez grand pour nous, et pour Blandine, son mari et les jumeaux. Tu sais comment c'est, avec tout leur matériel de ski, les affaires des petits, il n'y a tout simplement pas de place en plus. Pas une seule petite chambre. Pas même un canapé-lit. C'est vraiment dommage. Pas de place. Ces 3 mots résonnaient dans ma tête, froid et dur. Pendant qu'elle continuait à débiter son excuse polie, j'ai ouvert Instagram sur l'ordinateur portable posé sur la table de la cuisine. Le profil de Blandine. Elle venait de poster une story, il y a à peine 1 heure. On la voyait, radieuse, dans une boutique de sport de luxe, faisant un selfie dans un miroir avec une veste de ski blanche immaculée coûtant probablement mon loyer. La story suivante montrait Hercule, son chien, trônant fièrement sur un tapis persan, affublé d'un petit manteau matelassé griffé, assorti à celui de sa maîtresse. Même le chien avait sa place. Même le chien avait sa tenue. Mes enfants, eux, n'existaient pas. Léontine avait complètement arrêté de jouer du piano. Elle me regardait, ses grands yeux sombres pleins de questions, d'une anxiété qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait connaître.
Elle avait entendu. Elle avait compris. Maman, a-t-elle murmuré, sa voix si petite. Je lui ai fait un sourire qui m'a coûté toutes les forces de mon corps. J'ai levé un doigt pour lui dire d'attendre. C'est d'accord, maman. Ne t'en fais pas, ai-je dit dans le combiné, ma voix étrangement calme, presque morte. On comprend. On fera quelque chose de notre côté. Amusez-vous bien. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. Je suis restée là, immobile, regardant le gris du ciel de Lyon. Mais ce d'accord n'était pas une résignation. Ce n'était pas une acceptation. C'était un point final. C'était une déclaration de guerre silencieuse. Pour que vous compreniez l'ampleur de ce qui s'est joué, il faut que je vous parle de ma famille. Je m'appelle Aliénor. J'ai 34 ans. Et je suis l'enfant du milieu. Un cliché, je sais. Mais les clichés sont souvent des vérités simplifiées. J'ai grandi dans une très jolie maison bourgeoise à Angers, une ville de province où les apparences sont reines, où le « qu'en dira-t-on » est la boussole qui guide la vie des gens. Mon père, Ambroise, est notaire. Un homme respecté, presque craint, dont la réputation impeccable était le bien le plus précieux. Ma mère, Geneviève, était, et est toujours, la parfaite femme de notaire. Toujours élégante, souriante en public, organisant des dîners parfaits, maîtresse dans l'art de dissimuler la poussière, les doutes et les peines sous le tapis d'Orient du salon. Ma sœur aînée, Blandine, est née avec une cuillère en argent dans la bouche et un halo de lumière dorée au-dessus de sa tête parfaitement coiffée. Elle était belle, elle était brillante à l'école, elle était populaire. Chaque bulletin de notes, chaque compétition de tennis remportée, chaque petit ami, convenable, qu'elle présentait à la maison était une occasion de célébration familiale, une preuve supplémentaire de la réussite de notre lignée. Elle était le soleil de notre système solaire familial. Tout tournait autour d'elle. Puis, 5 ans après moi, il y a eu mon petit frère, Gaspard. Le petit dernier. Le « bébé » de la famille, comme on l'appelle encore aujourd'hui, alors qu'il a presque 30 ans. Charmant, un peu fragile, il a toujours été protégé, couvé, excusé. Il pouvait tout se permettre, ses petites bêtises étaient toujours accueillies avec un sourire attendri, un haussement d'épaules indulgent. Et puis, il y avait moi. Aliénor. Coincée entre le soleil et le protégé. J'étais l'espace entre les deux. La planète tiède, ni trop brillante pour être admirée, ni trop attachante pour être câlinée. J'étais la fille, fiable. La raisonnable. Celle qui ne cause pas d'histoire. Des adjectifs qui, dans le langage de mes parents, signifiaient invisible. Je n'ai jamais causé de problème, c'est vrai. Je travaillais bien à l'école, j'étais polie, je ne faisais pas de vagues. Mais mes réussites étaient considérées comme normales, mes peines comme des caprices exagérés. J'existais. C'était tout. Pour échapper à cette dynamique étouffante, j'ai fui. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai prétexté une école de commerce spécifique et je suis partie m'installer à Lyon. Loin d'Angers. Loin de l'ombre écrasante de Blandine et de la cage dorée protectrice de mes parents. J'ai étudié le commerce, j'ai travaillé dur. J'ai construit ma vie, brique par brique, seule. J'ai rencontré un homme, je me suis mariée, j'ai eu mes 2 merveilleux enfants, Léontine et Marius. J'ai cru, pendant un temps, que j'avais réussi à construire ma propre galaxie, un univers où j'étais le centre, où mes enfants étaient mes soleils. Le mariage n'a pas duré. Nos ambitions nous ont séparés, sans drame, juste une triste constatation d'échec. Après le divorce, il y a 3 ans, je me suis retrouvée seule avec mes 2 amours, dans notre petit appartement T2 du quartier de la Croix-Rousse. Ce n'était pas grand, ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. C'était un foyer rempli de rires, de dessins scotchés au frigo et d'amour inconditionnel. C'était mon refuge. Mais chaque appel d'Angers, chaque fête de famille manquée, était un rappel brutal que, peu importe la distance, aux yeux de ma famille d'origine, j'étais toujours la pièce en trop de leur puzzle parfait. La cruauté de mes parents, et surtout de ma mère, ne s'est pas manifestée du jour au lendemain, avec cet appel pour Chamonix. C'était bien plus insidieux. C'était une lente érosion, une accumulation de petites coupures qui avait commencé juste après mon divorce.
Comme si mon nouveau statut de mère célibataire, de femme seule, m'avait rendue indésirable. Contagieuse, peut-être. Le premier Noël après la séparation d'avec mon ex-mari, j'étais fragile, à fleur de peau. J'attendais ce Noël en famille à Angers comme une bouée de sauvetage. J'avais besoin de me sentir entourée. Ma mère m'a appelée, une semaine avant. Sa voix était douce, presque compatissante. Ma chérie, avec tout ce que tu traverses en ce moment, ce serait peut-être plus simple que tu viennes seule. Juste pour te reposer, te ressourcer. Les enfants seraient sûrement mieux au calme, à la maison, ils sont si jeunes, le voyage va les fatiguer. J'étais tellement sonnée par les procédures de divorce, par la fatigue de gérer ma nouvelle vie, que je n'ai même pas compris la violence inouïe de ces paroles. Venir seule? Laisser mes enfants de 4 et 7 ans seuls à Lyon pour Noël? J'ai simplement refusé poliment, prétextant que les enfants attendaient Noël avec impatience et que j'avais besoin d'eux. J'ai raccroché, le cœur lourd, mais je n'avais pas encore compris. Je mettais ça sur le compte de la maladresse. L'année suivante, l'excuse a changé. C'était Pâques. Oh, ma chérie, j'en suis malade, mais Blandine vient avec les jumeaux, la maison va être pleine à craquer. On n'aura vraiment pas de place pour faire dormir Léontine et Marius. Tu comprends, n'est-ce pas? Cette fois, j'ai résisté. Ce n'est pas grave, maman. On peut prendre une chambre d'hôtel juste à côté, au fief de la Thouars. On viendra juste pour la journée. Il y a eu un silence. Oh, mais tu vas dépenser de l'argent pour rien. Et puis, tu sais comment est ton père, il n'aime pas quand ça ne se passe pas, comme d'habitude. C'est plus simple si on reporte ça à cet été. Chaque solution que je proposais était balayée par un nouveau problème, une nouvelle excuse inventée de toutes pièces. J'ai commencé à comprendre. Il ne s'agissait pas de place. Il s'agissait de volonté. Mais le moment qui a tout brisé, le moment qui a gravé une cicatrice indélébile sur mon cœur, est arrivé l'été dernier. Nous étions tous invités, exceptionnellement, pour l'anniversaire de mon père dans la maison familiale d'Angers. J'étais nerveuse, mais heureuse à l'idée que mes enfants voient leurs cousins. En arrivant, j'ai senti une atmosphère étrange. Ma mère et ma sœur chuchotaient dans la cuisine, s'arrêtant net quand je suis entrée. Plus tard dans l'après-midi, alors que je cherchais Marius qui jouait à cache-cache, je suis passée près de la véranda. La porte-fenêtre était entr'ouverte. J'ai entendu la voix de ma mère. Elle parlait au téléphone avec une de ses amies, une autre notable de la ville. Oui, l'appartement d'Aliénor à Lyon, mon Dieu, ma pauvre, si tu voyais ça. C'est si petit. On se sent à l'étroit dès qu'on passe la porte. Vraiment, c'est exigu. Et puis, avec son petit salaire de mère célibataire, tout est un peu daté, tu vois. Ça sent le renfermer. Ça me fait tellement de peine pour elle. Venir ici, dans la grande maison, ça doit lui faire un choc à chaque fois. La pauvre. Mes jambes se sont dérobées sous moi. J'ai dû m'appuyer contre le crépi du mur pour ne pas tomber. Ce n'était pas seulement le mépris dans sa voix, c'était la trahison pure. Elle se moquait de ma vie, de mon foyer, du nid que je m'efforçais de rendre heureux et digne pour mes enfants. Elle me peignait comme une miséreuse. Plus tard dans la soirée, ma fille Léontine, qui avait visiblement entendu une partie de la conversation ou des chuchotements, est venue se blottir contre moi. Son visage était grave, ses yeux d'habitude si pétillants étaient remplis d'une tristesse d'adulte. « Maman » a-t-elle demandé, sa petite voix tremblante. « Oui, mon cœur ? Est-ce qu'on est pauvre ? » Le monde s'est arrêté de tourner. « Quoi ? Mais non, mon amour, pourquoi tu dis ça ? C'est parce qu'on n'a pas une grande maison comme Tati Blandine que mamie Geneviève n'aime pas venir chez nous ? C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on vienne ici ? » J'ai regardé le visage de ma fille, cette innocence brisée par la vanité, par la superficialité cruelle de sa propre grand-mère. J'ai ravalé les larmes qui me brûlaient la gorge. Je l'ai serrée contre moi de toutes mes forces et je lui ai assuré que notre maison était un palais parce qu'elle était remplie d'amour, et que l'amour ne se mesurait pas en mètres carrés. Mais cette nuit-là, j'ai attendu que les enfants dorment profondément. Je suis allée dans la petite salle de bain. J'ai ouvert l'eau de la douche à fond, le plus fort possible, pour couvrir le son.
Et je me suis assise sur le carrelage froid, et je me suis effondrée. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. J'ai pleuré de rage, d'impuissance, d'injustice. J'ai pleuré pour la question de ma fille, une question qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à poser. Ce soir-là, assise sous le bruit assourdissant de l'eau, en essuyant mes larmes rageuses, j'ai fait une promesse. Une promesse à moi-même et à mes enfants. Je ne savais pas comment, ni quand, mais je jurais que plus jamais, jamais, mes enfants n'auraient à douter de leur valeur à cause de l'étroitesse d'esprit de quelqu'un d'autre. Je ne savais pas encore à quel point je devrais me battre pour tenir cette promesse. Je pensais avoir touché le fond. Je pensais que l'exclusion, le mépris, la pitié déguisée était le pire qu'ils pouvaient me faire. J'avais tort. J'étais naïve. Leur cruauté, ou plutôt celle de ma sœur, orchestrée avec la complicité passive de mes parents, avait un autre niveau. Un niveau de manipulation psychologique que je n'aurais jamais pu imaginer. Quelques semaines après l'appel fatidique pour Chamonix, alors que je ruminais encore leur dernière trahison, essayant de trouver la force de planifier un Noël joyeux juste pour nous trois, mon téléphone a vibré. C'était Gaspard, mon petit frère. Il n'appelait jamais. Jamais. Il envoyait des textos, des messages courts et évasifs. Un appel, c'était un événement. J'ai su immédiatement que c'était grave. Mon cœur s'est emballé. Allô? Gaspard? Tout va bien? Il est arrivé quelque chose? Sa voix était basse, presque un murmure. On aurait dit qu'il se cachait. Aliénor? Tu es seule? Tu peux parler? Oui, les enfants sont à l'école, je suis au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, Gaspard. Il y a eu un long silence. Je l'entendais respirer, une respiration nerveuse, saccadée. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-il finalement lâché. Je ne peux plus garder ça pour moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste ce qu'ils font. De quoi tu parles, Gaspard? De Chamonix? Je sais, ce n'est. Non, c'est pire que ça, me coupa-t-il. Ce n'est pas juste une question de place. C'est ce qu'il raconte sur toi. Mon sang s'est glacé. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est Blandine, a-t-il dit. C'est surtout elle. Mais maman et papa la laissent faire. Il hoche la tête. Elle raconte des choses sur toi. À toute la famille. Aux amis des parents. À tout Angers, j'ai l'impression. Quelle chose, ai-je demandé, ma voix devenant un filet sec. Elle dit que tu ne vas pas bien. Du tout. Que depuis le divorce, tu es fragile. Instable émotionnellement. Elle dit que ton entreprise est au bord de la faillite, que tu croules sous les dettes, que tu as du mal à joindre les deux bouts. Chaque mot était un coup de poignard en plein cœur. Je me suis assise sur ma chaise de bureau, le souffle coupé. Gaspard a continué, sa voix pleine d'une honte qui n'était pas la sienne. Et le pire, Aliénor, le pire, c'est qu'ils utilisent ça. C'est leur excuse officielle. Ils disent à tout le monde qu'ils ne t'invitent pas pour te protéger. Pour ne pas te submerger. Pour te laisser de l'espace, pour que tu puisses te remettre. Ils te font passer pour une pauvre chose cassée, une folle dépressive, pour justifier le fait qu'ils te rejettent. J'ai fermé les yeux. J'ai compris. J'ai compris l'appel de cette tante, la semaine dernière. Sa voix pleine d'une pitié mielleuse que je n'avais pas comprise sur le moment. Ma pauvre Aliénor, tiens bon, ma chérie. La roue tourne. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle ne faisait que répéter le poison que Blandine avait distillé. Ce n'était pas de l'exclusion. C'était une campagne de dénigrement. Une destruction calculée de ma réputation et de ma crédibilité. Ils ne se contentaient pas de me fermer la porte, ils expliquaient au monde entier qu'ils le faisaient pour mon bien. Ils me peignaient comme une incapable, une déséquilibrée, pour pouvoir dormir la nuit en se sentant comme de bonnes personnes, charitables, qui géraient la fille à problème. Ils volaient ma dignité, mon histoire, mon combat quotidien de mère célibataire, et ils la remplaçaient par une fiction sordide qui les arrangeait. C'était diabolique. C'était l'arme ultime de la manipulation,
te faire passer pour la source du problème que tu subis. Te blâmer pour l'abus que tu endures. J'ai remercié Gaspard, la voix tremblante. J'ai raccroché, et je suis restée assise dans le silence de mon petit bureau, le téléphone serré dans ma main si fort que mes jointures étaient blanches. La tristesse avait disparu. La douleur était toujours là, une braise ardente, mais elle était recouverte par une nouvelle émotion. Une émotion pure, froide et tranchante comme de l'acier, la rage. Ils avaient fait une erreur. Une erreur monumentale. Ils ne m'avaient pas seulement blessé. Ils m'avaient donné un ennemi à combattre. Maintenant, je dois vous demander. Si vous étiez à ma place, en découvrant que votre propre famille, votre sœur, vos parents, mènent activement une campagne pour vous discréditer, pour vous faire passer pour folle, que feriez-vous? Quelle serait votre première réaction? Est-ce que vous les appelleriez pour hurler? Est-ce que vous couperiez les ponts à jamais? Dites-le moi dans les commentaires, car à ce moment-là, j'étais complètement perdue, submergée par la haine. La vérité, c'est que la fiction de Blandine n'était pas entièrement fausse. Et c'est précisément ça qui me tuait. Mon agence de conseil en e-commerce, ma petite entreprise que j'avais montée à la sueur de mon front après mon divorce, en travaillant des nuits entières après avoir couché les enfants, traversait une période très, très difficile. Le marché était tendu. La concurrence était féroce. Et, un mois plus tôt, mon plus gros client, celui qui représentait 40% de mon chiffre d'affaires, avait décidé de réinternaliser ses activités. Du jour au lendemain, j'avais perdu presque la moitié de mes revenus. Je luttais. Vraiment. Je payais mon unique employé, une jeune femme brillante et passionnée nommée Clara, avant de me payer moi-même. Certains mois, je ne me payais pas du tout, piochant dans mes maigres économies pour payer le loyer de notre T2 et les courses. Blandine disait que j'étais au bord de la faillite. Elle mentait, mais ses mensonges étaient dangereusement proches de devenir ma réalité. Je me souviens d'une soirée, environ une semaine après l'appel de Gaspard. J'étais assise à la table de la cuisine, qui me servait aussi de bureau, la tête entre les mains, regardant les chiffres sur mon ordinateur. Les chiffres ne mentaient pas. Ils étaient rouges. Violemment rouges. Après avoir payé toutes les charges, le loyer, la nourriture, il me restait assez d'argent pour une seule chose, soit le salaire de Clara pour le mois suivant, soit le prochain trimestre de cours de piano de Léontine. Pas les deux. J'étais à ce point au fond du gouffre. L'idée de devoir annoncer à Clara, qui s'investissait corps et âme, que je devais m'en séparer, me donnait la nausée. L'idée de devoir annoncer à ma fille Léontine qu'elle devait arrêter le piano, sa seule passion, son échappatoire, me brisait le cœur en 1000 morceaux. La voix de Blandine, pleine de faux apitoiements, résonnait dans ma tête, elle est finie. La pauvre. J'avais envie de vomir. J'avais envie de hurler. J'ai senti le désespoir m'envahir, lourd et suffocant. C'était mon point de rupture. J'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert un nouveau document, et j'ai commencé à taper les mots que je redoutais le plus. Chère Clara, c'est avec un regret infini que je suis contrainte de mettre fin à notre collaboration. Les larmes brouillaient les mots sur l'écran. J'étais en train d'échouer. Ils avaient gagné. C'est à ce moment précis, à 23h30 un mercredi soir, alors que j'étais au plus bas de ma vie, qu'une notification est apparue dans le coin de mon écran. Un email. L'objet était « Proposition de collaboration stratégique, Elysian Corp. » Elysian Corporation. Je connaissais ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. C'était l'un des plus grands, des plus anciens et des plus respectés groupes de luxe parisiens. LVMH, Kering et Elysian Corporation. J'ai failli l'ignorer, pensant à un spam sophistiqué, ou à une cruelle plaisanterie. Mais mon doigt a cliqué. Le message était court, formel, et signé par le directeur des ressources humaines du groupe. Il expliquait qu'il suivait mon travail, mon agence, depuis des mois. Ils avaient été particulièrement impressionnés par une campagne que j'avais menée pour une petite marque de maroquinerie lyonnaise, une campagne qui avait eu des résultats spectaculaires avec un budget minuscule. Ils m'avaient repéré. Ils expliquaient qu'ils étaient en train de monter une nouvelle division e-commerce et qu'ils ne voulaient pas seulement mes services en tant que consultante. Ils me voulaient, moi. Le mail parlait d'un « acquis ailleurs ». Un concept que je ne connaissais que de loin.
Il voulait acquérir ma petite structure, Aliénor Conseil, mes quelques clients, mais surtout, il voulait m'embaucher. Le poste, directrice de la stratégie e-commerce et de l'innovation digitale pour l'ensemble du groupe. Le lieu, leur siège social, un hôtel particulier sur l'avenue Montaigne, à Paris. Je lisais les mots sans y croire. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. C'était un rêve. Un fantasme. Puis je suis arrivée à la dernière partie de l'email. La proposition financière. Un salaire annuel à 6 chiffres, qui me semblait appartenir à un autre univers. Des bonus. Des stock options. Et, pour faciliter ma relocalisation et acquérir la pleine propriété d'Aliénor Conseil, une prime de signature, payable immédiatement après acceptation. Le chiffre était là, écrit en toutes lettres puis en chiffres. 200 000 euros. 200 000 euros. Je tremblais. J'ai dû relire le chiffre 3 fois, 4 fois. J'ai cru à une faute de frappe. 20 000 ? Non. 200 000. Ce n'était pas la loterie. C'était la reconnaissance. C'était la validation de toutes mes nuits blanches, de tous mes sacrifices, de toutes mes angoisses. C'était la preuve que je valais quelque chose. J'ai regardé la lettre de licenciement encore ouverte sur mon écran. J'ai posé mon doigt sur la touche, supprimer, et j'ai appuyé longuement. J'ai respiré profondément, pour la première fois depuis des mois. Paris m'appelait. Ma famille me croyait finie. Et soudain, je savais exactement ce que j'allais faire de cet argent et de cette nouvelle vie. Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle. C'était une arme. C'était ma revanche. Les 3 semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. J'ai eu 2 entretiens à Paris, des formalités. Ils me voulaient, ils m'avaient choisi. J'ai signé le contrat. Le jour où les 200 000 euros sont arrivés sur mon compte en banque, j'ai pleuré de soulagement. La première chose que j'ai faite a été de payer le trimestre de piano de Léontine. La deuxième a été de convoquer Clara. Elle est arrivée dans mon bureau, pâle, s'attendant au pire. Je lui ai annoncé que je fermais l'agence de Lyon. Son visage s'est décomposé. Parce que, ai-je continué, je suis nommée directrice de la stratégie digitale chez Elysian Corp à Paris. Et je ne pars pas sans mon bras droit. Je t'offre le poste de chef de projet e-commerce. Ton salaire sera doublé. Tu commences dans un mois. L'avoir pleuré de joie, après des mois où elle s'était serré la ceinture avec moi, a été l'un des plus beaux moments de ma vie. C'était la première victoire. Le plus grand défi était de trouver un endroit où vivre à Paris. Une ville que je connaissais à peine, avec des prix immobiliers délirants. Mais je n'étais plus la même Aliénor. J'avais un contrat en béton, un salaire confortable, et une prime substantielle. Je ne voulais pas d'un autre T2. Je ne voulais pas que mes enfants se sentent à l'étroit. Je ne voulais plus jamais, jamais, que quelqu'un puisse plaindre la petitesse de ma vie. Je voulais de l'espace. Je voulais de la lumière. Je voulais un endroit qui crierait au monde entier, et surtout à ma famille, nous avons notre place. Après des jours de recherche en ligne et 2 week-ends de visites intensives, je l'ai trouvé. L'agent immobilier, un homme en costume impeccable, a ouvert la porte à double battant. C'était un appartement haussmannien, au 5e étage d'un immeuble en pierre de taille dans le 16e arrondissement. Pas le 16e le plus ostentatoire, mais le 16e familial, près des bonnes écoles. Ce n'était pas juste un appartement. C'était une déclaration. Quand l'agent a ouvert la porte, j'ai su. Le soleil de l'après-midi inondait un double salon de 50 mètres carrés. Les plafonds étaient à plus de 3 mètres de haut, ornés de moulures complexes. Un parquet en chêne massif, en point de Hongrie, craquait doucement sous mes pas. Il y avait une cheminée en marbre dans chaque pièce. Il y avait 4 chambres. Une suite parentale pour moi. Une grande chambre pour Léontine. Une chambre tout aussi grande pour Marius. Et une vraie chambre d'amis. Une chambre avec sa propre salle de douche. Mais le clou du spectacle, ce pourquoi mon cœur a chaviré, c'était le balcon. Un long balcon filant, en fer forgé, qui courait le long de tout l'appartement. Je me suis avancée, mes mains se crispant sur la rambarde froide. Et là, juste en face,
encadrée par les toits de zinc gris de Paris, elle était là. La tour Eiffel. Scintillante sous le soleil d'hiver. Majestueuse. Elle semblait si proche que j'avais l'impression de pouvoir la toucher en tendant la main. Les enfants, que j'avais emmenés pour la visite, ont couru partout, leurs cris de joie résonnant dans les pièces vides. Marius a immédiatement revendiqué la chambre avec la plus belle vue sur la Dame de Fer. Léontine a fait des pirouettes dans le salon, émerveillée par l'espace, par la lumière. Maman, on peut habiter ici. On dirait un château. Pourtant, au moment de signer le bail, une vague de panique m'a submergée. Le loyer était astronomique. J'utilisais une grande partie de ma prime pour la caution, le dépôt de garantie et les frais d'agence. C'était un engagement énorme. Une voix dans ma tête, une voix qui ressemblait étrangement à celle de ma mère, murmurait « Tu es folle. C'est trop grand pour toi. Tu ne le mérites pas. Tu fais juste ça pour leur prouver quelque chose. Tu vas te planter. » J'ai demandé 5 minutes à l'agent et je suis sortie sur le balcon. J'ai appelé mon meilleur ami, Théophile. Il était la seule personne, avec Clara, à qui j'avais tout raconté. Théo, je suis sur le point de signer. Mais j'ai peur. C'est de la folie. C'est un loyer de ministre. Sa voix à l'autre bout du fil était calme et ferme. Il me connaissait mieux que personne. Aliénor, écoute-moi. Ce n'est pas de la folie. C'est une correction. C'est l'univers qui remet les choses à leur place. Cet espace, ce n'est pas pour leur prouver quoi que ce soit. C'est pour toi. C'est pour Léontine et Marius. C'est l'espace que tu as gagné, l'espace que tu mérites depuis toujours. Prends-le. Occupe-le. Ces mots ont fait taire mes doutes. Il avait raison. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de récupération. Je récupérais mon espace, ma valeur, ma vie. J'ai pris le stylo et j'ai signé le bail, mon nom traçant une ligne ferme et définitive entre mon passé étriqué et mon avenir lumineux. Ce soir-là, nous avons commandé des pizzas et nous les avons mangées par terre, dans notre immense salon vide. En regardant mes enfants dessiner la tour Eiffel sur des feuilles volantes, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. C'était le son du silence, non pas celui de l'exclusion, mais celui de la plénitude. Nous avons passé les semaines suivantes dans un chaos joyeux. Les camions de déménagement, les cartons à défaire, les meubles à monter. Pour la première fois de ma vie, j'ai acheté des meubles neufs, des choses que j'aimais vraiment, pas des objets de seconde main ou des récupérations. Nous avons transformé l'appartement en un cocon de chaleur et de lumière. Le plus beau jour a été celui où le piano a été livré. Pas un clavier électronique, mais un vrai piano droit, un magnifique Pleyel d'occasion. Quand Léontine a joué ses premières notes, le son riche et plein a rempli l'espace. Elle a pleuré de joie, et moi avec elle. Nous étions heureux. Vraiment, profondément heureux. Je n'avais donné de nouvelles à ma famille que par des textos vagues. Je déménage pour une nouvelle opportunité professionnelle. Je vous en dirai plus bientôt. Je savais qu'il supposait que je retournais vivre chez une amie, ou dans un studio de bonne. Je les laissais croire. Et puis, un soir, alors que nous admirions les lumières de la ville depuis le balcon, la tour Eiffel venait de se mettre à scintiller, un spectacle dont mes enfants ne se lassaient pas. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. L'ancien monde frappait à la porte du nouveau. J'ai respiré l'air froid de décembre. J'étais prête. J'ai décroché. Aliénor, ma chérie. Alors, tu ne donnes plus de nouvelles? Tu es installée? Sa voix était la même. Pincée, faussement attentionnée. Oui, maman, tout va bien. On vient juste de finir de défaire les cartons. Bon. J'espère que tu vas mieux, en tout cas. La pitié. Toujours cette pitié condescendante. Tu sais, on s'inquiétait tellement pour toi. Blandine me disait encore hier à quel point tu semblais, fragile, ces derniers temps. Ce déménagement, ce n'est pas trop pour toi? J'ai serré la balustrade en fer forgé. Le métal froid me donnait de la force. Je vais très bien, maman. Mieux que jamais, en fait. Bon, eh bien, c'est le principal. Elle a pris une grande inspiration. Je savais ce qui venait.
Je voulais juste finaliser les détails pour Chamonix. On part dans 2 semaines. Vous ne venez pas, c'est bien ça? C'est juste pour être sûr, pour l'organisation d'Ellie. C'était le moment. Le moment que j'attendais. Le moment que j'avais répété dans ma tête. C'est exact, maman. Nous ne viendrons pas. En fait, nous serons très occupés à Noël cette année. Ah bon? Sa voix s'est teintée de suspicion. Occupée à quoi? Une mère célibataire, fauchée et dépressive? Occupée à quoi? Nous organisons Noël chez nous. Dans notre nouvel appartement. Il y a eu un long silence. Je pouvais l'entendre respirer. Votre nouvel appartement, a-t-elle répété, confuse. Vous avez déménagé? Oui. Nous avons quitté Lyon. Nous vivons à Paris maintenant. Un silence encore plus long. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner, essayer de comprendre. Paris, a-t-elle finalement dit. Mais, où ça à Paris? Tu as trouvé un petit studio de bonne? Tu vis chez quelqu'un? La condescendance était palpable. J'ai souri. Un vrai sourire, un sourire qui venait du fond de mes entrailles. Pour la première fois depuis des semaines. Pas exactement, maman. C'est un appartement dans le 16e arrondissement. Assez grand pour nous 3. Il y a même une chambre d'amis. En fait, il y en a même 2, si on compte le bureau. Le silence. Un silence de mort. Assourdissant. Je pouvais l'imaginer, à Angers, son téléphone collé à l'oreille, les yeux ronds, son esprit essayant de calculer. Le 16e. Un grand appartement. Paris. Ces mots ne collaient pas, mais alors pas du tout, avec l'image de « pauvre chose fragile au bord de la faillite » que Blandine avait si soigneusement peinte. Puis, sa voix est revenue. Mais elle était méconnaissable. Fini la pitié, fini la condescendance. Sa voix était aiguë, excitée, presque hystérique. Le 16 accent grave ME? Mais Aliénor. Ma chérie. Mais c'est absolument, c'est spectaculaire. C'est incroyable. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit? Oh mon Dieu. Ambroise. Ambroise, viens vite. Aliénor est à Paris, dans le 16e. J'ai entendu mon père marmonner au loin. Mais attends. A-t-elle repris, le souffle court. Si vous avez une chambre d'amis, et que vous êtes à Paris, ce serait tellement plus simple pour tout le monde. On pourrait annuler ce chalet à Chamonix, c'est si loin, et la neige n'est même pas garantie. On pourrait tous venir fêter Noël chez toi. Ton père serait tellement heureux de voir ton nouveau chez toi. On viendrait tous. Blandine, les jumeaux, nous. Tu as de la place, n'est-ce pas? La question était là. La question magique. Tu as de la place? La même question, mais le monde avait changé. L'univers s'était inversé. J'ai savouré l'ironie. J'ai savouré ma victoire. J'ai regardé la tour Eiffel qui commençait à scintiller. Oh, maman, je ne sais pas, ai-je dit, d'une voix traînante. L'appartement est encore un peu en désordre, tu sais. Et puis, j'ai déjà prévu des choses. Laisse-moi y réfléchir. Je dois vérifier mon agenda. Je te rappelle. J'ai raccroché, laissant ma mère en plein milieu d'une phrase. Raccrocher en laissant ma mère dans l'incertitude a été l'un des plaisirs les plus vifs et les plus intenses de toute ma vie. C'était un petit plaisir mesquin, peut-être, mais après des années d'humiliation, il était délicieux. Mais je savais que ce n'était que le début. La machine était lancée. Le lendemain matin, mon téléphone, d'habitude si calme, est devenu le centre d'une offensive coordonnée. D'abord, un message WhatsApp de Blandine. À 8h02. Aliénor. Maman vient de m'appeler. C'est dingue cette histoire. Un appart dans le 16e? Mais comment tu as fait? Tu as gagné au loto? Il faut absolument que je voie ça. J'ai dit à maman qu'on annulait Chamonix, de toute façon ça s'annonçait ennuyeux. On débarque tous chez toi pour Noël. Les jumeaux rêvent de voir les vitrines de Noël des grands magasins. On pourrait rester quelques jours, disons une semaine? Ce serait parfait. Prévois-nous 2 chambres, une pour nous et une pour les petits.
Bisous. Pas un mot sur ces mensonges. Pas une once de honte. Pas même une question pour savoir si j'étais d'accord. Juste une affirmation. On débarque. L'arrogance était à couper le souffle. Je n'ai pas répondu. Ensuite, des messages de tante et d'oncle dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des gens qui n'avaient jamais appelé pour mon anniversaire ou celui de mes enfants. Chère Aliénor, nous avons appris la bonne nouvelle pour ton installation à Paris. Toutes nos félicitations pour cette belle réussite. Nous serions ravis de passer te faire un petit coucou pendant les fêtes, peut-être pour le réveillon. Bravo Aliénor. Le 16e, quelle belle adresse. Nous passons à Paris fin décembre, nous viendrons t'embrasser. L'hypocrisie était si épaisse, si visqueuse, qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon nouvel appartement n'était pas une maison, c'était devenu une attraction touristique, un symbole de statut social auquel tout le monde voulait soudainement s'associer. Mon succès apparent les absolvait de leur indifférence passée. J'ai ignoré tous les messages. Je savais qu'ils allaient sortir la grosse artillerie. Et l'appel final est venu dans l'après-midi. Mon père. Ambroise. Le notaire. Il n'a pas utilisé la fausse excitation de ma mère. Il a utilisé son arme favorite, l'autorité morale. La culpabilité. Aliénor, sa voix était grave, solennelle, la voix qu'il utilisait avec ses clients importants. Bonjour papa. Ta mère a le cœur brisé. Elle est dans tous ses états. Tu l'as fait attendre. Elle ne comprend pas ton silence. Tu ne réponds à personne. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Je suis occupée, papa. J'ai un nouveau travail. Je m'installe. Ne me parle pas sur ce ton. Nous sommes ta famille. Et la famille, Aliénor, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai failli éclater de rire. Un rire sec, sans joie. Vraiment? C'est ce qu'il y a de plus important? Absolument. Tu as réussi, tu as un bel appartement, c'est ton devoir de le partager avec ceux qui t'aiment. C'est la chose juste à faire. Nous sommes fiers de toi, et nous voulons célébrer ça avec toi. C'était trop. C'était l'hypocrisie de trop. Mon devoir? La chose juste à faire? Ma voix est devenue tranchante, froide. C'est drôle, papa. Parce que j'ai appris la justice et le devoir de vous. Vous m'avez appris que l'espace est précieux. Vous m'avez appris que, parfois, il n'y a juste pas de place. Vous m'avez appris que les enfants peuvent être encombrants. Je ne fais qu'appliquer vos leçons. Il s'est étranglé de fureur. Ne sois pas insolente. Ton passé? Mon passé? Je l'ai coupé net. Parlons-en, de mon passé. Et de mon présent. Justement, parlons de Blandine. Sais-tu ce que ta fille parfaite, le soleil de ta vie, a fait? Sais-tu qu'elle a passé des semaines à raconter à toute la famille, à tous vos amis, que j'étais en dépression et ruinée? Sais-tu qu'elle a utilisé mon malheur, réel ou inventé, pour justifier votre cruauté collective? Il y a eu un silence. Un silence lourd, coupable. Elle s'inquiétait pour toi, a-t-il finalement balbutié, mais sa voix avait perdu toute son assurance. Ne me mens pas, papa. Pas à moi. Pas maintenant. Elle ne s'inquiétait pas. Elle se réjouissait. Et vous l'avez laissé faire. Vous avez hoché la tête. Vous avez été ses complices. Alors ne viens pas me parler de famille. Ne viens pas me parler de devoir. Votre famille n'est intéressée que par les façades. Et ma nouvelle façade, celle du 16e arrondissement, vous plaît beaucoup plus que l'ancienne, celle du T2 à Lyon. C'est aussi simple que ça. Je tremblais, mais pas de peur. De fureur. Une fureur juste, une fureur qui me purifiait de toutes ces années de silence. Il ne disait rien. Il était coincé. Papa, ai-je dit, ma voix redevenant calme, glaciale, sans appel. Quiconque n'a pas fait de place pour mes enfants dans son cœur n'aura pas de place dans ma maison. Et j'ai raccroché. J'ai appuyé sur le bouton rouge, coupant la communication. J'ai coupé le son de mon téléphone. Le silence qui a suivi a été le plus satisfaisant, le plus profond de toute ma vie. Le 24 décembre est arrivé.
L'air de Paris était vif et froid, piquant les joues. Mais mon appartement était un havre de chaleur et de lumière. J'avais passé les dernières semaines à préparer ce Noël. Non pas leur Noël, mais le nôtre. Le sapin, un roi majestueux qui touchait presque le plafond, scintillait dans le salon, couvert de décorations que les enfants avaient fabriquées et de lumière chaude. Les cadeaux étaient empilés dessous, une montagne joyeuse. L'odeur de la dinde qui rôtissait doucement dans le four, mélangée à celle des clémentines et du pain d'épices, flottait dans l'air. Il n'y avait pas de cris, pas de tension, pas de chuchotement, pas de regard en coin. Juste de la paix. Mes seuls invités étaient ma famille choisie. Mon meilleur ami, Théophile, sa femme Hélène et leurs 2 enfants étaient là. Ils avaient fait la route depuis leur maison en Bretagne pour être avec nous. Ils étaient ma vraie famille, ceux qui avaient répondu à mes appels en larmes pendant des années. Clara, mon bras droit, était là aussi, rayonnante, elle qui n'avait pas de famille proche. Nous étions une petite troupe hétéroclite, unis non pas par les liens du sang, mais par ceux, bien plus forts, de l'affection sincère et du respect mutuel. Les enfants riaient, courant dans les couloirs, faisant des tours de petits trains, de la cuisine au salon. Léontine jouait des chants de Noël au piano, et Hélène chantait avec elle. C'était bruyant, c'était chaotique, et c'était absolument parfait. C'était tout ce que j'avais toujours souhaité pour un réveillon de Noël. La paix. La joie simple. Vers 19h, alors que nous ouvrions les premières huîtres et que le champagne pétillait dans les flûtes, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. Un silence est tombé sur le salon. Je ne m'attendais à personne d'autre. Avais-je mal lu l'heure d'arrivée de Clara? Théophile m'a lancé un regard interrogateur. Tu attends quelqu'un d'autre? J'ai secoué la tête. Absolument pas. La sonnette a retenti à nouveau, plus timidement cette fois. Je vais voir, ai-je dit, en posant ma flûte. J'ai traversé le long couloir, mon cœur battant la chamade. Et si c'était eux? S'ils avaient décidé de débarquer quand même? J'ai regardé dans le Judas. Et mon souffle s'est coupé. Sur le palier se tenait mon frère, Gaspard. Il était seul. Il avait l'air gelé, fatigué, et terriblement mal à l'aise. Il portait un sac de voyage sur l'épaule. Dans une main, il tenait une bouteille de vin, une bonne bouteille, et dans l'autre, un petit bouquet de houx et de buis. J'ai ouvert la porte. Aliénor? A-t-il commencé, sa voix à peine audible. Je sais que je n'étais pas invitée. Je suis tellement désolée de débarquer comme ça. Je suis restée silencieuse, stupéfaite. J'étais à la gare, a-t-il continué, en regardant ses chaussures comme un enfant pris en faute. J'avais mon billet pour Angers. Je devais prendre le train pour les rejoindre, ils ont annulé Chamonix, tu sais. Ils ont fait un Noël intime à la maison, en espérant jusqu'à la dernière minute que tu changes d'avis et que tu les invites. L'ambiance était toxique. Il a relevé la tête, et j'ai vu une tristesse infinie dans son regard. Et je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas monter dans ce train. Je ne pouvais pas passer un autre Noël à faire semblant que tout va bien, à écouter Blandine te démolir et maman se plaindre de ton ingratitude. Je ne pouvais plus être lâche. Pas après ce qu'ils t'ont fait. Pas après avoir été silencieux pendant si longtemps. Il a eu un petit rire nerveux. Alors, j'ai pris un autre billet. Pour Paris. Il m'a tendu la bouteille de vin et le bouquet. Je suis juste venu te dire ça. Et te souhaiter un joyeux Noël. Je vais prendre un hôtel dans le quartier et je repartirai demain. Je ne veux pas m'imposer. Je l'ai regardé. Mon petit frère. Le témoin silencieux de toutes mes peines d'enfant. Celui qui n'avait jamais pris ma défense, mais qui, ce soir-là, avait choisi son camp. Il avait choisi la vérité plutôt que le confort du mensonge familial. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis avancée et je l'ai pris dans mes bras. Il a été surpris, puis il m'a serré fort, laissant échapper un soupir tremblant. Est-ce que je peux entrer? Juste pour un verre? J'ai reculé et je lui ai fait mon plus beau sourire, un sourire vrai, rempli de larmes. Bien sûr que tu peux entrer, Gaspard. Arrête de dire des bêtises. Je l'ai pris par le bras et je l'ai guidé à l'intérieur, vers la lumière, la chaleur et la musique.
Pour toi, je lui ai murmuré à l'oreille, il y aura toujours de la place. La présence de Gaspard a ajouté une note douce amère à notre soirée. Il a été accueilli chaleureusement par Théophile et Hélène, qui connaissaient toute l'histoire. Il a été visiblement ému par la gentillesse de ces étrangers. Après un premier moment de gêne et un grand verre de vin, il s'est détendu. Il a joué avec Marius, construisant une tour en Capla, il a écouté Léontine jouer du piano avec une fierté évidente dans le regard, une fierté que je n'avais jamais vue chez mes parents. En le regardant rire avec mes enfants, j'ai compris qu'il n'était pas faible, comme je l'avais toujours pensé. Il était juste pris au piège. Et ce soir-là, il avait enfin trouvé la clé pour s'échapper. Nous étions en train de dîner. La dinde était parfaite, les rires fusaient autour de la grande table que j'avais dressée dans la salle à manger, sous le lustre en cristal. C'était tout ce que j'avais toujours souhaité pour un réveillon de Noël. La paix. La joie simple. L'authenticité. Et puis, vers 21h, alors que nous attaquions le plateau de fromage, la sonnette a de nouveau retenti. Un silence de mort est tombé sur la table. Gaspard est devenu blême. Il a posé son morceau de pain. Théophile a posé sa fourchette, son visage s'est fermé. Tout le monde me regardait. Je savais qui c'était. Je l'avais su au fond de moi, je l'avais redouté toute la soirée. Ils n'avaient pas pu s'en empêcher. Leur arrogance était telle qu'ils pensaient pouvoir passer outre mon silence. J'ai posé ma serviette sur la table. Excusez-moi. J'ai traversé le long couloir, mes pas résonnant sur le parquet. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était froid, calme. J'étais prête. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là. Mes parents. Ambroise et Geneviève. Ils se tenaient sur le paillasson, emmitouflés dans leur manteau de cachemire chic, l'air perdu, presque pitoyable. Ils avaient dû prendre le dernier TGV d'Angers. Ma mère tenait une bûche de Noël d'un grand pâtissier parisien, une offrande. Mon père avait les mains vides et le visage fermé, buté. Aliénor, a commencé ma mère, sa voix tremblante à cause du froid, ou de l'émotion. Tu ne répondais pas au téléphone. On a décidé de passer. Pour voir si tout allait bien. Pour t'apporter ça. Elle m'a tendu la bûche. Un rameau d'olivier. Pathétique. Je n'ai pas bougé pour la prendre. Comme tu vois, maman, tout va très bien. Mais nous sommes en train de dîner. Oh, a-t-elle dit, décontenancée. Elle regardait par-dessus mon épaule, essayant d'apercevoir l'intérieur. On ne voulait pas déranger. On voulait juste voir l'appartement. C'est. Ses yeux parcouraient l'entrée, le salon au loin. C'est magnifique, Aliénor. Vraiment. Mon père, lui, restait silencieux. Il a aperçu Gaspard, qui s'était levé et se tenait au bout du couloir. Le visage de mon père s'est durci de réprobation. Un traître. Gaspard? Qu'est-ce que tu fais là? A-t-il lancé, sa voix dure. Je passe Noël avec ma sœur, papa, a répondu Gaspard, sa voix étonnamment ferme. C'est à ce moment que Léontine, curieuse de voir qui était à la porte, est venue se planter à côté de moi, s'agrippant à ma robe. Elle a regardé ses grands-parents. Pas de sourire. Pas de cri de joie. Pas de « papy ». Mamie. Juste un regard grave, un regard d'adulte sur un visage d'enfant. Bonsoir papy, bonsoir mamie. Ma mère s'est agenouillée, un sourire forcé et grimaçant aux lèvres. Léontine. Ma chérie. Tu es si jolie. Tu as vu, on vous a amené le dessert. Léontine n'a pas bougé. Elle n'a pas regardé le gâteau. Elle a regardé son grand-père, qui se tenait toujours raide comme la justice, furieux de se voir ainsi exposé. Papy, a-t-elle demandé de sa voix claire, une voix d'enfant qui a porté dans tout l'appartement soudainement silencieux. Pourquoi tu as menti? Mon père a sursauté, comme s'il avait reçu une gifle. Comment? Je n'ai pas menti. De quoi tu parles? Si, a insisté ma fille, avec une assurance qui me glaçait le sang. Tu as dit à maman que le chalet à Chamonix était trop petit. Mais ce n'était pas vrai. Maman a dit que c'était une excuse. La vraie raison, c'est que vous ne vouliez pas de nous.
Pourquoi est-ce que le chien de Tati Blandine est plus important que Marius et moi? La question. La question innocente, directe et brutale d'un enfant de 10 ans qui demande juste la vérité. Elle a frappé mon père en plein cœur, plus fort que tous mes cris, plus fort que toutes mes accusations. J'ai vu quelque chose se briser en lui. La façade de l'homme respectable, du notaire infaillible, de l'autorité patriarcale, s'est fissurée. Son visage s'est contracté. Il a regardé ma fille, son accusatrice au visage d'ange. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et pour la première fois de ma vie, la toute première fois, j'ai vu des larmes dans les yeux de mon père. L'homme qui ne s'était jamais excusé de sa vie, l'homme qui avait toujours eu raison, a vu son visage s'effondrer. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Le spectacle de mon père en larmes, cet homme si dur, si maître de lui, pleurant silencieusement sur mon paillasson, a créé un malaise palpable. Ma mère s'est précipitée pour le soutenir, passant de la supplication à la panique. Ambroise, voyons, reprends-toi. Aliénor, regarde ce que tu as fait. Léontine, tu ne devrais pas dire des choses pareilles. Elle jetait des regards paniqués autour d'elle, comme si elle cherchait une sortie de secours, un moyen d'effacer cette scène. Théophile, avec une discrétion et une intelligence de situation parfaite, s'est levé de table. Hélène, Clara, je crois que les enfants aimeraient bien voir le nouveau jeu vidéo de Marius dans sa chambre. Ils ont compris immédiatement, et en quelques secondes, ils ont rassemblé tous les enfants, y compris les miens, et les ont emmenés loin du couloir, laissant les adultes régler leur compte. Seul Gaspard est resté, en retrait, témoin silencieux. Mon père a fini par trouver sa voix. Une voix rauque, brisée, méconnaissable. Tu as raison, Léontine. Il parlait à ma fille, même si elle n'était plus là. Il parlait au vide. C'est moi qui ai menti. Il s'est agenouillé. Un geste maladroit, presque douloureux pour cet homme si rigide, si fier. Il s'est affaissé sur lui-même, posant une main sur le cadre de la porte pour se soutenir. Il était maintenant à la hauteur d'un enfant. Nous avons eu tort. Nous avons été de mauvais grands-parents. De mauvais parents. On a été faibles. Il a jeté un regard à ma mère, on s'est laissé aveugler par des bêtises. Par l'apparence. Par les histoires de Tati Blandine. Et on vous a fait du mal. À toi, à Marius. Et à votre mère. Je te demande pardon. Ma mère, en pleurs à côté de lui, a hoché la tête, incapable de parler. Pardonne-nous, ma chérie. À ce moment, Léontine et Marius, qui avaient échappé à la surveillance de Théophile, sont revenus sur la pointe des pieds. Ils avaient tout entendu. Léontine a regardé ses grands-parents, agenouillés, vaincus. Elle n'a pas dit « je vous pardonne ». Elle n'a pas pleuré. Elle les a regardés avec une gravité d'adulte. Mon concert de piano, a-t-elle dit, sa voix toujours aussi claire, c'est le 18 janvier, à l'école. C'est un samedi. Est-ce que vous viendrez? Ma mère et mon père ont relevé la tête, surpris. Mais, oui. Bien sûr, s'est empressé de dire mon père. Bien sûr que nous viendrons. Nous prendrons le premier train. Marius, enhardi par sa sœur, s'est avancé. Et est-ce qu'on pourra avoir notre propre chambre quand on vient chez vous? Une vraie chambre, pas le canapé qui sent le vieux? Oui, mon trésor, a sangloté ma mère, tendant la main vers lui. Vous aurez la plus belle chambre. La chambre d'amis. On la redécorera pour vous. Promis. Une paix fragile, étrange, s'est installée. Il n'était pas pardonné. Mais une porte venait de s'entr'ouvrir. Il ne demandait pas l'absolution, il se voyait offrir une chance de rédemption par des actions. C'est à ce moment précis que mon téléphone, posé sur la console de l'entrée, a vibré sans discontinuer. 1, 2, 3 fois. Je l'ai pris. C'était Blandine. Une avalanche de messages WhatsApp. J'hallucine. Maman vient de m'appeler en pleurs. Elle est chez toi? Mais qu'est-ce que tu leur fais? Comment tu as osé leur faire ça le soir de Noël? Tu es en train de détruire cette famille avec tes caprices de diva. Papa et maman ont annulé Chamonix pour Théoï, et c'est comme ça que tu les remercies? En les humiliant?
Mais tu es qui, pour te prendre pour la reine de Saba? Tu es tellement égoïste. Tu as toujours tout ramené à toi. Pauvre petite Aliénor. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tourné l'écran du téléphone vers ma mère, qui venait de se relever. Elle a lu les messages par-dessus mon épaule. Son visage, déjà pâle et bouffi de larmes, est devenu livide. Elle a vu, en noir sur blanc, le venin de sa fille préférée. Elle a vu le contraste absolu entre la cruauté narcissique de Blandine et la dignité blessée mais juste de mes enfants. Pour la première fois de sa vie, elle a vu la vérité. Elle m'a regardé, les yeux pleins d'une honte profonde, insondable. Je suis désolée, Aliénor. Tellement, tellement désolée. J'ai repris mon téléphone. J'ai tapé une seule réponse à Blandine. Une réponse calme, définitive. Je ne détruis rien, Blandine. Je protège mes enfants de la toxicité que tu répands. La porte de cette maison te sera ouverte le jour, et seulement le jour, où tu seras prête à leur présenter des excuses. Pas à moi. À eux. J'ai bloqué son numéro. Et tandis que je regardais mes parents interagir maladroitement, mais pour la première fois sincèrement, avec mes enfants dans l'entrée de mon appartement, j'ai compris que ce n'était pas une fin. C'était un triage. Un triage douloureux, mais absolument nécessaire. Les mois qui ont suivi ce Noël mémorable ont été étranges. La relation avec mes parents ne s'est pas transformée en conte de fées du jour au lendemain. Il y avait des décennies de douleurs et de schémas toxiques à défaire. Mais quelque chose avait changé. Ils avaient été confrontés à la vérité, non pas par moi, mais par leurs petits-enfants. Et cela, ils ne pouvaient pas l'ignorer. Ils ont tenu leurs promesses. Le 18 janvier, ils étaient là. Ils ont fait les 2 heures de TGV depuis Angers pour assister au petit concert de piano de l'école de Léontine. Mon père était assis au premier rang, son costume cravate impeccable détonnant au milieu des parents en jean. Je l'ai vu essuyer discrètement une larme quand ma fille, après avoir joué son morceau sans faute, s'est levée et a salué le public en nous cherchant du regard. À la fin, il est venu la féliciter, sa voix toujours un peu raide, mais ses yeux brillaient. C'était parfait, Léontine. Tu as le talent de ta grand-mère. C'était le premier compliment sincère que je l'entendais faire à l'un de mes enfants. Ma mère, de son côté, m'a fait un virement de 500 € quelques jours plus tard. La simple mention était, pour les futures leçons de piano. Ce n'était pas grand-chose pour eux, mais ce n'était pas rien pour moi. C'étaient de petits pas, des gestes maladroits, mais ils étaient réels. Ils apprenaient à remplacer les excuses par des actions. Gaspard est devenu un visiteur régulier. Il venait à Paris presque un week-end sur 2, dormant dans la « chambre d'amis » qui était devenue la chambre de tonton Gaspard. Il est devenu l'oncle que mes enfants n'avaient jamais vraiment eu. Il les emmenait au Parc des Princes voir le PSG, les aidait avec leurs projets de science, et nous passions des heures à simplement parler, à rattraper le temps perdu, à reconstruire notre relation de frères et sœurs sur des bases saines. Il m'a dit que la grande maison d'Angers était devenue silencieuse, tendue. Blandine boudait. Elle avait refusé de parler à mes parents pendant des semaines après avoir appris qu'ils étaient venus me voir. Elle était piégée dans la forteresse de sa propre amertume, de son propre orgueil. Son « palais » à Angers était devenu sa prison. Je n'éprouvais plus de haine pour elle. Seulement une sorte de pitié distante, et un grand soulagement qu'elle soit sortie de ma vie. Quant à moi, ma nouvelle vie à Paris était un épanouissement. Mon travail me passionnait. J'ai découvert que j'étais douée pour diriger une équipe, pour inspirer les autres, pour avoir une vision. J'ai commencé à mentorer de jeunes femmes dans l'entreprise, des femmes qui me rappelaient la jeune Aliénor, celle qui essayait si fort de rentrer dans un moule qui n'était pas fait pour elle, celle qui avait peur de prendre sa place. Je leur donnais le conseil que j'avais mis 34 ans à comprendre, n'attendez jamais une invitation à la table de quelqu'un d'autre. Si on ne vous donne pas de chaise, ne demandez pas un tabouret. Ne vous asseyez pas par terre en espérant qu'on vous jette des miettes. Partez. Partez, et construisez votre propre table. Une table si belle, si solide et si accueillante que tout le monde voudra s'y asseoir. Mais c'est vous, et vous seul, qui déciderez qui mérite d'être invité. Un samedi matin de printemps, je me suis réveillée avec l'odeur des crêpes et le son de mes enfants qui riaient aux éclats. Ils avaient pris le contrôle de la cuisine.
Il y avait de la farine partout sur le marbre, du Nutella sur leurs joues, mais leur rire remplissait l'appartement. On s'entraîne pour le prochain Noël, maman, a crié Léontine par-dessus la musique. C'est bien chez nous qu'on le fait encore, hein? C'est notre tradition maintenant. J'ai souri, en m'adossant au cadre de la porte. Toujours, mon cœur. Toujours chez nous. En regardant mes enfants, heureux, bruyants et épanouis dans cet espace que nous avions créé, j'ai compris la vraie nature de la richesse. Ce n'était pas l'appartement avec vue sur la tour Eiffel. Ce n'était pas le salaire à 6 chiffres. C'était cette certitude. Cette paix profonde de savoir que nous étions exactement là où nous devions être. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà eu l'impression de devoir vous battre pour votre place, de ne pas être vu à votre juste valeur, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille d'origine et votre propre paix d'esprit? Je lis chaque message, chaque histoire. Vos expériences me rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans ce combat. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si ce moment de partage vous a plu, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et souvenez-vous toujours, l'espace le plus important que vous puissiez créer, celui qui ne vous sera jamais retiré, est celui que vous réservez à votre propre respect. Car à la fin, le seul espace qui compte vraiment, c'est celui que vous créez pour vous-même et pour ceux que vous aimez.